il est professeur de PS agrégé aussi, il est responsable de la préparation mentale au sein d'une structure qui s'appelle l'UTC Sport Elite. Il est membre du RS2P et il s'appelle Marc Monetti et il va nous faire une intervention sur ce qu'est de manière générale la préparation mentale. Et notre experte Eva, qui est là, abordera cette thématique d'un point de vue un peu plus spécifique. C'est pour ça que c'est le garçon qui commence. On part du général pour aller vers le particulier. Voilà. C'est à toi. Marc. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir d'animer cette présentation de la préparation mentale au nom du réseau. Le plan que je vais suivre répond à des questions basiques. De quoi parle-t-on? Pour qui? Pourquoi? Quand? Comment? Et quelles limites peut-on présenter à la préparation mentale? Donc je vous propose de commencer par cette première question, de quoi parle-t-on? Alors pour ce faire, notre premier réflexe a été de voir ce qui se disait dans le dictionnaire à ce propos-là, à propos du mot préparation, qui vient d'un verbe d'action préparer, et qui traduit l'idée de rendre quelqu'un prêt à une action par un travail préalable concerté. Donc ce qu'il y a au centre de ce verbe d'action, de par les sous-définitions qu'il y avait également, mais que l'on n'a pas mis pour ne pas alourdir le slide, c'est l'idée de la formation, c'est l'idée de l'éducation. Et là, on rajoute tout de suite, nous, un mot qui va être central, en fait, dans nos préoccupations, c'est le mot autonomie. Donc une formation qui est basée sur l'autonomie. Le deuxième mot, mental, vient de mentis, qui veut dire esprit. Alors, comme tous les mots singuliers, ça cache parfois une complexité importante, et là, rentrer dans un débat plus philosophique sur cette complexité n'a pas lieu. Par contre, pour rester simple et pragmatique, en fait, on va reprendre les propos d'Hubert Ripoll dans Mots croisés, là, des reportages qui ont été faits par le canal de l'INSEP. C'est-à-dire que derrière mental, on entend des processus psychiques de nature cognitive, pensez à tout ce qui est traitement de l'information, concentration, mais également de nature émotionnelle, qui vont donc impacter, moduler nos comportements, soit en les inhibant, soit au contraire en les facilitant. Du coup, de ces deux termes, nous vous proposons la proposition suivante. La préparation mentale vise donc à renforcer les ressources psychologiques des athlètes pour leur permettre de faire face aux situations auxquelles ils vont être confrontés, donc des compétitions sportives. Faire face à la fois à des facteurs internes, par exemple la capacité à se reconcentrer après une erreur, comme à des facteurs externes, l'influence par exemple d'un public qui n'est pas forcément favorable au gain de votre équipe. Alors vous retrouvez le mot autonomie, mais vous voyez qu'on s'inscrit dans une perspective en fait psycho-éducative. Le mot éducatif là est à entendre dans le contexte de la définition du mot préparation, mais également psychologique, puisque le but, ça va être de travailler sur des habiletés et des compétences d'ordre psychologique. Donc, pour qui et pourquoi? Au sein, en fait, du système de performance, il y a une triade qui nous semble essentielle et permanente. C'est celle de l'entraîneur, du sportif et des parents. On pense que la préparation mentale peut être aidante par rapport à ces trois types de publics. Alors, il y a eu des témoignages. C'est vrai qu'auprès des entraîneurs, ça peut permettre en fait d'avoir un moment de réflexion, de prise de conscience de sa pratique professionnelle. Si on parle de stress, il est vrai qu'il est intéressant que l'entraîneur se pose la question de savoir quelles sont les situations qui, à titre personnel, sont source de stress et qui donc peuvent, de façon indirecte, impacter l'équipe, voire le sportif. À travers donc cette réflexion sur les situations qui pour moi vont être confortables, inconfortables, vous voyez bien que ça peut permettre de conscientiser certaines pratiques, certains positionnements personnels et ainsi favoriser la connaissance personnelle. L'optimisation de la communication est par exemple une conséquence de ce type de travail. Quel est mon rapport à la relation, à la communication? Et du coup, lorsque je prends conscience un petit peu de mes schémas préférentiels, si j'ose m'exprimer ainsi,
je prends également conscience que ce qui est efficace, confortable pour moi, n'est pas forcément pour l'autre. Et donc, par là même, il y a une ouverture sans doute qui se fait sur la façon d'optimiser sa relation et sa communication à l'autre. Forcément que prévenir et résoudre une difficulté, j'espère que c'est clair à travers le développement que je viens d'avoir, et c'est apparu dans plusieurs commentaires là, sur la vidéo, cette prise de recul permet de percevoir parfois les situations sous un autre angle, et rien que ça peut permettre déjà de trouver d'autres réponses en soi. Si l'entraîneur fait partie, le préparateur mental intègre le staff, il y a cette idée aussi à un moment donné que ça peut permettre d'avoir plusieurs regards de nature complémentaire sur une même situation. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Alors, ce que j'ai expliqué pour l'entraîneur, ça va être également vrai pour le sportif. Prévenir, aider à résoudre une difficulté, là aussi, à travers en fait une conscientisation de sa pratique, de ses positionnements, donc une prise de recul qui quelque part peut favoriser une appropriation de la pratique, dans la mesure où réfléchir sur sa pratique, réfléchir sur sa discipline sportive, réfléchir sur ce qu'est en fait par exemple la nature de la compétition que je dois faire, va permettre d'une certaine manière de mieux l'approprier. Le fait qu'il y ait une formation également aux habiletés et aux compétences mentales impliquées dans la performance, ça va dans le sens du développement des compétences, ça va donc dans le sens du développement d'une expertise, à la fois par rapport à la pratique de sa discipline, mais également par rapport, j'ai envie de dire, à la situation compétitive en elle-même. Et puis, il est vrai que ce travail peut apporter un discours, une vision complémentaire de celle de l'entraîneur. Je dis bien complémentaire parce qu'en aucun cas, l'idée est de se substituer à l'entraîneur. Mais de par nature, chacun va avoir sa sensibilité, sa personnalité. Et donc, travailler avec un préparateur mental, c'est donc travailler avec une autre personne qui peut vous présenter une autre sensibilité à partir, en fait, de son champ de compétences propre. Enfin, ça peut également être aidant au niveau des parents. Parce qu'avoir des enfants qui partent en poule, ou bien qui ont des charges d'entraînement ou de compétition très importantes, ce n'est pas sans poser parfois un certain nombre de questions, sans générer un certain nombre d'appréhensions, de craintes. Ça peut avoir des conséquences sur la fratrie, sur la dynamique familiale, bref, ça peut donc faire émerger un certain nombre de questions. Et là aussi, l'intervention d'un préparateur mental peut être un moyen d'aider les parents à se positionner, à trouver des solutions spécifiques à leur dynamique familiale. Alors, encore une fois, il n'est pas du tout question de se substituer à l'entraîneur, ça fait partie également du rôle de l'entraîneur. Par contre, le préparateur mental étant une personne extérieure à cette fameuse triade, a une position peut-être plus favorable parfois pour faire passer certains messages par rapport à la position de l'entraîneur qui, lui, est dans une position beaucoup plus impliquée. Alors, pourquoi ? Là, sur ces slides, on a décidé de vous mettre en fait ce que l'on a trouvé à travers une revue de la littérature consacrée à la préparation mentale ou de la littérature de la psychologie sportive, mais également, j'ai envie de dire, les formules récurrentes que nous avons rencontrées au niveau du terrain. Donc je ne vais pas commenter tous les carrés, je vais vous laisser lire, mais vous voyez par exemple le premier, là celui qui est tout en haut, il est vrai que cette notion de « je suis tendu, j'ai mal au bit, je me sens crispé », du coup à chaque début de compétition, là, ma technique manque de fluidité, ça c'est des propos terrain qui sont assez récurrents. C'est des problématiques qui sont énoncées de façon assez récurrente. Donc derrière, lorsqu'on fait une revue de littérature, pour nous, ça renvoie au thème en fait de la régulation, par exemple, de la tonicité musculaire, donc du niveau d'activation. Et en arrière-plan, souvent, c'est accolé en fait aux thématiques de la gestion du stress. Donc vous voyez les grandes thématiques communes, les grands pourquoi, c'est gestion des émotions, gestion de la motivation à travers notamment la détermination des objectifs, la problématique de la concentration, et puis également la confiance en soi, et notamment la confiance en soi à travers un travail sur ses croyances personnelles.
Si nous faisons le même exercice au niveau, cette fois-ci, du collectif, ça a été dit d'ailleurs par l'entraîneur de foot, ça tourne beaucoup autour de la cohésion et de la dynamique collective, autour des problèmes de management, autour des problèmes de leadership. Donc, avec en toile de fond, la notion de la communication. Ça peut être aussi, par exemple, la thématique des attentes mutuelles. C'est-à-dire que dans les sports co, il y a des fois, on s'entend dire que c'est bien beau, les attaquants, ils ont la part belle, hein, c'est eux qui finalisent les actions, c'est eux qui vont être donc un petit peu portés là, mais en attendant, il y a aussi du boulot défensif à faire, il y a aussi du repli défensif à faire, et là, il y a des moments où on les attend un peu, quoi. Donc il y a un travail sur les attentes mutuelles au sein d'une équipe qui peuvent donc induire des conséquences, notamment sur la dynamique. Quand faire appel à la préparation mentale? Alors je vais vous présenter un slide qui est en soi assez schématique, j'en conviens, mais je pense que ce schématisme est aussi explicatif. Je vais m'expliquer. En fait, à travers nos prestations, il n'est pas rare de trouver au niveau des clubs, au niveau des ligues, voire au niveau des fédérations, des documents écrits par exemple, qui vont spécifier ce qu'il faut apprendre à telle tranche d'âge et dans quel ordre. Donc, je suis spécialiste tennis, je me rappelle de fascicules qui étaient édités par la DTN, où on vous expliquait, parce qu'on a un peu copié le système de judo et de ses ceintures, voilà, pour avoir la balle blanche, il faut que l'enfant soit capable de faire telle chose tant de fois à tel âge. Et puis il y a donc comme ça une espèce de hiérarchisation des contenus d'apprentissage qu'on peut symboliser par une pyramide de formation. Vous avez la même chose au niveau de la préparation physique, avec par exemple des périodes critiques où il faudrait travailler telle ou telle qualité physique plutôt que d'autres. Par contre, au niveau de la préparation mentale, au niveau du travail des compétences mentales, cette pyramide, c'est vrai qu'il existe la base. Pourquoi ? Parce que chaque entraîneur, quel entraîneur ne va pas parler de gestion de concentration ? Quel entraîneur ne va pas parler de stress ? Quel parent ne va pas à un moment donné conseiller son enfant par rapport aux objectifs à tenir ? Même le sportif lui-même. Enfin, je veux dire, pour ceux qui ont fait du sport, derrière une compète, on a tous réanalysé ce qui s'était passé, on a tous essayé d'en tirer des fruits, des conséquences. Donc j'ai envie de dire que la base, grosso modo, de façon subjective, elle est travaillée. Par contre, des fois, la difficulté qu'il peut y avoir, si je prends mon cas précis, il n'y a pas si longtemps, on me demande d'intervenir auprès d'une sportive senior de très haut niveau, où là, il s'agit quelque part de faire un travail sur la pointe d'habileté mentale là-haut. Et là, le problème, c'est que on repose sur quoi ? Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Quels sont les fondements ? Donc l'idée que j'espère favoriser, c'est que souvent, en fait, le réflexe, c'est d'appeler le préparateur mental, en fait, dans l'urgence pour résoudre une situation, là, immédiatement. Ça, pour nous, c'est pas de la préparation mentale, ça s'appelle être magicien. Et un préparateur mental et un magicien, c'est deux personnes différentes. Ça peut également correspondre à une situation de pompier là, qui doit éteindre parfois des incendies parce qu'il y a des conflits chauds au sein d'une équipe. La préparation mentale, si on reprend cette idée-là de pyramide, vaut ce qu'elle vaut, ce schéma, mais l'idée que j'essayais de faire passer à travers ce schéma, c'est que ça repose en fait sur la notion de régularité d'entraînement. Et donc, du coup, ça pose la question de quand la commencer. De commencer en amont. L'idée étant de prévenir beaucoup plus que de guérir les situations difficiles. Alors à partir du moment où on parle d'une formation, vous voyez bien que l'idée c'est de dire que le mental à lui seul ne va ni justifier, ni expliquer une performance, ni justifier, ni expliquer une contre-performance. Le développement des compétences mentales est à considérer et à intégrer dans la systémie du développement des compétences des autres facteurs de performance. Je reviendrai un petit peu sur ce point plus tard. Alors comment ? Les conditions d'intervention, il s'agit de s'adapter à la singularité de chaque personnalité. Quel âge ? Quel niveau ? Quelles sont les conditions socio-économiques de la pratique du club ? Quelles sont les conditions socio-culturelles ?
mais également de s'adapter à la spécificité du sport. Tout sport a des us et coutumes, a des normes dont il faut tenir compte. Et également tenir compte du contexte du club ou de la ligue, mais des situations compétitives. Si on prend par exemple deux sports de raquette assez voisins, le badminton et le tennis, l'organisation des compétitions ne sont pas de la même nature. Il va y avoir par exemple des temps entre chaque moment compétitif qui vont être différents. Donc en fait, s'adapter à la singularité de la situation, partir de la situation. Les interventions au sein du réseau, elles s'organisent grosso modo autour de deux composantes qui sont une composante accompagnement qui est à rapprocher un petit peu de la position de coach telle que Magali l'avait exposée l'année dernière, et ou complétée par une position d'entraînement mental, où là, il va y avoir par exemple une formation par rapport à un outil, imaginons une technique de relaxation. Il y a un moment donné où il s'agit d'enseigner une technique de relaxation et à l'athlète après de la pratiquer pour favoriser son autonomie. Alors, il existe, c'est vrai, un certain nombre d'outils qui trouvent leur place au sein de la préparation mentale. On vous en a fait une liste qui est loin d'être exhaustive. N'apparaît pas, par exemple, le mindfulness qui en ce moment fait un peu parler de lui. Ce sont des outils à utiliser à bon escient. Mais dire, par exemple, que la sophrologie, c'est la panacée et réduire la préparation à la sophrologie, c'est une attitude dogmatique dans laquelle on ne se reconnaît pas trop. Il y a des outils, au préparateur mental déjà de se former à ces outils et à faire preuve de discernement, c'est-à-dire utiliser le meilleur outil à la singularité de la situation rencontrée. Alors, le comment amène aussi la question de quelle est la place du préparateur mental dans les staffs. Penser que la préparation mentale, par exemple, peut se substituer à une déficience de la puissance maximale aérobie si cette qualité est importante dans la pratique sportive concernée, c'est un leurre. On a beau faire toute l'imagerie mentale qu'on veut, s'il y a besoin en fait d'avoir certaines qualités physiques, ça veut dire qu'il faut développer ces qualités physiques. Donc en fait, la préparation mentale, elle a son rôle à tenir. Il y a des compétences à développer, il y a des habiletés à développer qui sont importantes, sans doute pour la performance, mais le développement de ces habiletés, les interventions, sont à considérer encore une fois dans la systémique de toutes les interventions portant sur les différents facteurs de la performance. Donc ce qui veut dire que, oui, il s'inscrit dans le travail du staff. Et à ce titre-là, il y a donc une nécessité de collaboration étroite, surtout avec l'entraîneur, de communication transparente. Par contre, dans une limite, c'est celle de la confidentialité. Pour qu'un travail de préparation mentale soit efficient, il va falloir qu'il y ait confiance. Si à un moment donné, l'athlète a l'impression que ses propos vont être rapportés à tout vent, ça peut mettre à mal la confiance qui est à la base, qui est nécessaire et qui sert de base en fait pour une relation durable et efficace. Donc ça veut dire que par moment, il n'est pas question de garder des infos pour soi parce que c'est un enjeu de pouvoir ou c'est une manière de se donner de l'importance. C'est tout simplement lorsque des sportifs ne souhaitent pas partager certaines choses qu'ils estiment confidentielles, le fait de garder ça, c'est entretenir en fait une relation d'authenticité, c'est respecter l'athlète et respecter la confiance qu'il nous accorde. Si le préparateur mental est, j'ai envie de dire, un encadrant parmi d'autres, au service en fait de la relation entraîneur-entraîné, vous voyez bien que sa présence sur les compétitions n'est absolument pas indispensable. Donc nous, on prône même pour une absence. Alors, bien entendu, à moduler suivant les circonstances. C'est vrai que parfois, moi je reconnais qu'à titre personnel, j'ai pu ressentir le besoin de sentir ou de voir la personne avec qui je travaillais en compétition. Ça m'est arrivé donc d'aller visionner une compète. Seulement c'était très ponctuel, ça s'est fait une fois. Et deux, l'athlète n'était pas spécialement au courant. Je me suis débrouillé pour passer invisible dans la foule. Ma place n'est pas là. C'est la place de l'entraîneur. Le travail est en amont. Donc c'est vrai que s'il y a absence, on revient sur l'importance du lien
avec la collaboration auprès de l'entraîneur. Et ça met aussi en exergue un autre point qui est cher pour nous, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que le sportif, il va être seul. D'accord ? Il n'y a personne qui cavale derrière lui pour lui dire ce qu'il doit décider de faire et quand il doit le faire. Donc cette autonomie, il faut la respecter, il faut même la cultiver, bien entendu. Alors, quelles limites ? Un préparateur mental n'a pas habilitation à faire, par exemple, des bilans psychologiques comme l'exige la loi auprès des sportifs qui sont en pôle. On n'a pas les compétences pour faire des diagnostics cliniques lorsque il y a des troubles pathologiques, dépression, anorexie. Ça, en fait, à partir du moment où il y a de la souffrance psychique, où il y a un mal-être psychique prononcé, c'est le propre d'une profession qui s'appelle la psychologie, qui a pour objectif, en fait, l'investigation du psychisme en termes de structure et de fonctionnement, notamment, en fait, habilité, formée à interpeller au niveau de l'inconscient, ce qui est en aucun cas, j'ai envie de dire, la tasse de thé du préparateur mental. Alors, il est vrai que si le ou la psychologue a en plus une formation relative au sport, et donc une sensibilité peut-être plus accrue par rapport aux spécificités de ce milieu social, ça peut être un plus. Comment choisir un préparateur mental ? Les garanties qui nous semblent importantes, c'est déjà de demander à la personne si elle est supervisée. On pense que c'est la garantie principale. Être supervisé, ça veut dire qu'on est soi-même en fait dans un travail avec une personne qui va nous aider à bien borner, à bien respecter notre territoire professionnel. Il y a aussi des pratiques d'intervision, donc c'est ce qui se fait au niveau du RS2P, c'est-à-dire que par exemple, si l'un d'entre nous rencontre une difficulté ou des doutes ou une interrogation, tout en assurant la confidentialité du sportif et de la situation, il peut présenter entre guillemets le cas. Et donc, il y a le collectif qui se met en situation d'aide, qui se met en situation quelque part de supervision. Là aussi, ça garantit en fait le cadrage déontologique et éthique de l'intervention. Alors, il y a cette notion de formation. Il est vrai qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de formations universitaires en France. Et puis, l'expérience. Quelle est l'expérience ? Quelles sont les références que le préparateur mental puisse vous apporter ? Alors peut-être qu'après tout, ça reste quelque chose de vague et flou encore pour vous. C'est-à-dire que, ok, j'entends, mais je ne suis pas vraiment sûr, même avec l'éclaircissement, j'espère, de cette présentation, d'être capable de choisir. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à s'adresser à des organismes, et j'ai envie de dire, le premier organisme vers lequel vous pouvez vous tourner, c'est les directions régionales, bien entendu. Par contre, il y en a d'autres. Le RS2P en est une. La Société française de psychologie du sport, par exemple, peut en être une autre. Et puis, le CROPS sur l'île est, par exemple, un type d'association qui peut être ressource par rapport à de telles interrogations. Alors, pour finir, les garanties, elles sont aussi, en fait, dans le cadre déontologique et dans le respect d'une certaine éthique. Donc, ils vous sont présentés à travers, comme ça, des certains nombres de principes, le principe de légitimité, le principe de volontariat. C'est dit à un moment donné, c'est vrai que c'est une demande qui doit reposer sur une vraie volonté personnelle. Il y a le principe de l'autonomie, avec pour nous un critère de réussite, c'est devenir, j'ai envie de dire, progressivement inutile, ou en tout cas, si à un moment donné le travail se transforme en supervision, on va dire qu'il y a des espèces de rendez-vous, mais de plus en plus espacés. Le respect du droit de la personne dans sa dignité, la liberté et dans sa protection. La supervision, j'en ai parlé, et en fait la confidentialité des propos qui sont tenus et que l'athlète ne souhaite pas en fait voir divulguer. Voilà, je vous remercie de votre attention.